Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous écoutez Les Rubis Noirs sur Radio Campus Paris, l'émission des cadres, des intellectuels et des entrepreneurs noirs afro-descendants. Un podcast créé par moi-même Estelle et réalisé cette fois-ci par Vodouci. Mon Rubis Noir de ce jour est une femme engagée au cœur des institutions puisqu'elle est conseillère parlementaire auprès du vice-président du Sénat, mais également fondatrice du Cercle Kassaye que l'on aura le temps de pouvoir expliquer ce que c'est. Sans plus tarder, bienvenue à Loïc Boungou. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir. Bonjour à toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours. Très bien. Donc, avant d'occuper le poste de conseillère parlementaire auprès du vice-président du Sénat, de quel milieu tu proviens ? Est-ce que tu as été encouragée par tes proches ? Comment tu t'es engagée en politique ? Est-ce que tu viens d'un milieu politisé ? Alors, je viens d'un milieu modeste, classe moyenne, pas forcément politisé ni politique. C'est vrai qu'on pouvait avoir des conversations relatives à la politique, particulièrement la politique africaine, de par mon origine. Mais voilà, sans forcément être encarté ou quoi que ce soit, sans forcément être partisan à un parti politique quelconque. De quelle origine es-tu ? Je suis originaire de la République du Congo. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça représente du coup pour toi, la politique ? La politique représente énormément de choses. Je pense que dans le conscient de beaucoup de personnes, la politique, c'est la politique politicienne. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas que ça, en tout cas, la politique. En tout cas, c'est un pan. Ça, c'est plutôt la politique, je dirais, partisane. Pour moi, la politique, c'est plein de choses. C'est ce qu'on est en train de faire là, enfin, ton podcast même. Tu fais déjà de la politique, si je puis dire. Tu t'engages vers une cause quelconque. Le Cercle Kassaye, c'est aussi faire un peu de politique. Donc en fait, la politique pour moi, c'est tout simplement s'investir dans les affaires de la cité, au sens grec du terme. Donc la cité, c'est vraiment la chose publique. Donc voilà à peu près succinctement ce que je peux dire dessus. Est-ce qu'il y a des figures politiques qui t'ont inspiré Alors, ça c'est une question à laquelle j'ai souvent beaucoup de mal à répondre parce que durant tout mon parcours, il faut l'avouer, je n'ai jamais eu de personnalité idéalisée de près comme de loin qui ont pu m'inspirer par leur parcours, par leur engagement ou autre. Absolument pas, mais je dois quand même aussi apporter une certaine nuance que, non pas parce que je travaille pour cette personne-là, mais j'ai beaucoup d'admiration pour le sénateur avec lequel je travaille, non pas pour son parcours, mais c'est surtout pour ce qu'il incarne en tant que sénateur ultramarin au Sénat. Enfin, les départements d'outre-mer et régions d'outre-mer ont des particularités. Donc, moi, c'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup l'exigence. C'est quelqu'un qui est très, très, très exigeant, mais ce n'est pas un grand problème. C'est quelqu'un avec qui j'ai appris énormément ce qu'est la loyauté, de par son parcours politique. Donc, oui, je m'étonne même parfois à me dire que waouh, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Donc, in fine, effectivement, c'est quelqu'un qui m'inspire. Donc, c'est, je dirais, la première personne peut-être dans ma vie, outre mes parents sans doute, qui m'inspire. Oui. De la rigueur, j'imagine que tu en as eu durant tes études. Tu as effectué 2 masters différents, dont 2 masters 1 en communication politique. Pourquoi avoir fait 2 masters 1 en communication politique ? Alors, le master en communication politique et affaires publiques m'a permis de comprendre ce que sont les mécanismes d'influence, la fabrique de l'opinion au sens de Noam Chomsky, la stratégie de communication institutionnelle et la gestion de l'image publique. Quant au deuxième master, donc géostratégie, défense et sécurité nationale, celui-ci m'a apporté plutôt une grille d'analyse plus globale, notamment sur la lecture des rapports de forces internationaux, une compréhension des enjeux sécuritaires, stratégiques et surtout diplomatiques. Donc,
Les deux masters sont, peut-être que j'empiète déjà sur la question suivante, je n'en sais rien, mais les deux masters, en tout cas dans mon parcours, sont assez, je dirais, indissociables, puisqu'il y en a un qui va plutôt me permettre de comprendre comment un message se construit et se diffuse, et puis le deuxième, c'est plutôt pourquoi ce message est formulé, dans quel contexte de puissance, et surtout, in fine, avec quelles conséquences. Qu'est-ce que chaque formation, du coup, t'a apporté ? Alors, l'une m'a donné les outils d'expression et d'influence. L'autre m'a donné des outils d'analyse et de décision. Et ensemble, ces deux masters permettent concrètement d'appréhender l'action publique dans toute sa profondeur, à la fois politique, à la fois stratégique et aussi à la fois institutionnelle, oui. Tu ne viens pas d'un milieu politisé. Comment tu as eu l'information pour ces masters, et puis même, on va parler de quel bac tu as réalisé au lycée. Comment tu as eu l'information, en fait, pour le milieu politique, pour faire un master en géostratégie, etc. Parce que l'information, elle n'est pas forcément accessible à tous. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la politique, je ne suis pas... ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Hein. Je pense que très, très, très jeune, j'ai baigné dans les discussions politiques par mes parents. Je dirais que ça va être plutôt au lycée, plutôt vers la première que... Oui, je me suis un peu plus intéressée à la chose publique, puisque là, je parlais déjà de vouloir faire, c'est vrai, un peu plus de droit. Et mon père, à ce moment-là, me disait non, je veux que je fasse des études de sciences politiques. Donc, j'ai à ce moment-là été confrontée à ce qu'était la science politique. Et je me souviens qu'au début, je refusais de faire des études de sciences politiques parce que je pensais que la politique, c'était la politique politicienne. Alors que finalement, quand on arrive à Sciences Po, c'est absolument pas la politique politicienne, c'est un pan de la science politique. Hein. Mais pourquoi ton père, il voulait que tu fasses des études de sciences politiques ? Alors, j'en sais rien. Faudra lui poser la question. Moi, je voulais faire du droit et je voulais devenir à la base avocate pénaliste, parce que j'ai toujours aimé défendre les gens, j'ai toujours aimé prêter ma voix. C'est quelque chose qui était assez éloquent avec ma personnalité, même, surtout à l'époque. Donc, pour moi, c'était évident de vouloir faire du droit. Et mon père, justement, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit souvent que il a été sage à ce moment-là, puisqu'il avait peur, effectivement, parce qu'il y avait énormément En fait, il y avait plus d'avocats que finalement de demandes d'avocats. Donc, il se disait que finalement, j'allais devenir avocate, mais que je n'allais pas trouver tout de suite de collaboration. Donc, finalement, j'allais pas m'en sortir tout de suite après le CAPA, qui est donc le diplôme des avocats. Et il m'a dit non, je veux que tu ailles faire de la science politique. Et en fait, en allant faire de la science politique, je me rends compte que je déteste le droit. Et particulièrement le droit européen. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et sur la question primaire, comment j'ai connu mes masters. Oui. Pour le premier master, tout simplement en cherchant, je ne sais pas si ce site existe toujours. Ça s'appelait l'ONICEP. Je crois que c'est ça, l'ONICEP. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce premier master. Et le deuxième master, alors j'avais une copine à l'époque qui en fait on était un petit trio à l'époque, donc on en avait une qui était plutôt dans l'urbanisme. Moi, je sortais justement de ce master en communication politique et affaires publiques. Et en fait, il me manquait la partie internationale que j'avais toujours connue. Et là, pour ce master 1, je trouvais qu'il était beaucoup trop centré sur les questions européennes. Donc je me suis dit non, moi c'est pas... Il manque quelque chose, il me manque vraiment cette dimension très internationale que j'aime. Et du coup, cette ancienne amie-là, elle avait postulé à ce master-là, et je lui ai fait part de mon souhait d'intégrer. Donc c'est plutôt, on va dire, dans une conversation avec des copines que j'ai connu le deuxième master. Ah oui, voilà. Ok. Tu as réalisé quel bac ? J'ai fait un bac L, option droit et grand enjeu du monde contemporain. Il me semble que c'est ça le nom complet. Et tu penses que ça t'a servi ? Absolument, absolument. Non, mais absolument.
Absolument, parce que quand on est une vraie littéraire, hein, j'ai envie de dire, on a une capacité à emmagasiner un certain nombre d'informations, on a une capacité on aime l'analyse, on aime la rigueur. Et moi, je sais que j'ai été dans mon lycée, j'ai fait un lycée qui était assez exigeant. Et puis moi, j'étais en section européenne. Et je me souviens de ma prof de français. Chaque semaine, on avait des lectures analytiques à faire. Donc finalement, ça, et particulièrement les L, puisque c'est assez drôle, puisque mon mari et moi, on a été dans le même lycée. Et lui, c'est un scientifique. Et je vois en fait, je vois que la rigueur est totalement différente. Bon, lui, c'est un scientifique. Il a la rigueur scientifique, mais moi j'ai vraiment cette rigueur très 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 littéraire et oui, ça me sert encore bien aujourd'hui. Enfin, ça me sert encore aujourd'hui dans mon travail parce que j'ai une facilité à aller plonger dans les textes. J'ai une facilité à comprendre certaines notions qui sont apprises au lycée. En tout cas, je pense pour les L. Je ne connais pas les autres sections, mais oui, ça me sert en tout cas pour répondre à ta question. Alors, comme je l'ai dit, tu es donc conseillère parlementaire auprès du vice-président du Sénat. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est quoi tes responsabilités au quotidien ? Alors, bon, les gens peuvent se dire waouh, c'est un truc de malade, comme diraient les jeunes. Bon, près d'un vice-président du Sénat, donc il fait partie du bureau du Sénat. Donc, il faut savoir qu'il y en a. Donc, on a le président du Sénat, que tout le monde connaît, qui est Gérard Larcher. Ensuite, nous avons 8 vice-présidents. Et le mien est le 4e vice-président. La hiérarchie n'est pas non plus anodine. Ça a quand même un peu, ça a du sens aussi, mais ce n'est pas le plus important. Donc, mon rôle consiste, donc je travaille auprès de lui, mais je travaille pour lui pour ses fonctions de sénateur. D'accord. Avant tout, puisque vice-président, c'est sa nomination interne dans le Sénat, mais au quotidien. Donc voilà, je l'assiste sur son mandat législatif et institutionnel, et aujourd'hui un peu diplomatique, puisqu'il est dans son 2e mandat, et il a souhaité effectivement ouvrir un tout petit peu plus sa mandature, se donner une dimension un peu plus internationale. Et effectivement, mon parcours, ma formation fait que je peux lui être utile sur ce pan-là. Donc voilà, moi je travaille sur l'analyse des projets, des propositions de loi. Je fais énormément de rédaction d'amendements, rédaction de discours, rédaction de notes de séance, de notes de commission. J'aide aussi sur tout ce qui est au local, donc à savoir la Guadeloupe, mais de façon un peu plus générale sur les Outre-mer et encore plus global, la Caraïbe, puisque les Antilles françaises s'inscrivent dans ce qu'on appelle le bassin caribéen. Et justement, moi, sur le plan diplomatique, je l'assiste aussi sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on est en plein dedans, puisqu'aujourd'hui, on a par exemple Donald Trump qui a, j'ai envie de dire, les États-Unis qui ont capturé Maduro il y a quelques semaines. Là, aujourd'hui, il y a Cuba qui, d'ailleurs, depuis les années 60, connaît un embargo. Et aujourd'hui, encore, nous en sommes là. Et il faut savoir qu'il y a une petite île juste à côté du Venezuela qui s'appelle l'île d'Aves. Et en fait, cette île-là elle appartient au Venezuela, mais elle est juste à côté, elle est à 400 km ou 200, c'est entre 200 ou 400 km de la Guadeloupe. Et donc, la doctrine Monroe dans laquelle Donald Trump veut aujourd'hui s'inscrire, c'est aujourd'hui il décide qu'il faut les Antilles françaises, parce que pour Donald Trump, en tout cas, la doctrine Monroe, succinctement, c'est de se dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute l'Amérique et la Caraïbe appartiennent aux États-Unis. Donc aujourd'hui, Donald Trump, dans sa folie, pourrait décider de se dire que les Antilles françaises, finalement, sont aussi à la Guadeloupe, et d'aller attaquer finalement la France dans ce bassin caribéen-là. Donc voilà sur le plan diplomatique où j'accompagne le président, mais il n'y a pas que ces questions-là, bien évidemment. Est-ce que tu fais de l'événementiel aussi ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Organiser, des rendez-vous, des événements, pas etc. vraiment de l'événementiel. Oui, dans ces cas-là, oui, le terme n'est peut-être pas approprié, mais oui, si on peut dire, je fais de l'événementiel, puisqu'effectivement, on a des rencontres stratégiques avec des diplomates. Récemment, on avait rencontré l'ambassadeur du Togo, puisqu'il y avait un compatriote guadeloupéen qui était incarcéré au Togo depuis juin 2025, qui a été libéré d'ailleurs
en janvier 2026 par l'intervention de mon sénateur. Et sur ces questions-là aussi, comment j'accompagne le sénateur, c'est-à-dire que parfois là où certains veulent emprunter des chemins, je dirais, plus va-t-en-guérisme, il faut aussi être capable de se dire que non, il faut emprunter des voies beaucoup plus, je dirais, soft. Et la représentation étrangère d'un État en France, c'est l'ambassade. Donc il faut passer par l'ambassade avant d'aller demander au président de la République de libérer quelqu'un. Donc voilà. Dans ton métier, est-ce que tu es confronté, est-ce qu'il y a des règles déontologiques ou des incompatibilités en termes de profession ? Oui, bien évidemment que la première règle, c'est la confidentialité. C'est la règle mère, hein, la règle suprême. On a un devoir de confidentialité parce qu'effectivement, nous avons des informations très sensibles. D'ailleurs, il me semble que, si ma mémoire est bonne, que les sénateurs se réservent le droit de licencier, effectivement, pour faute grave d'ailleurs, je crois que c'est comme un peu partout, mais sans avoir à justifier. Ils peuvent licencier effectivement un collaborateur si jamais celui-ci a divulgué une information qui est très sensible. Ah oui, bien évidemment, et ce qui est totalement normal. Totalement normal. On ne peut pas rester dans un milieu où effectivement on a tous les jours des informations très sensibles. Il y a même des informations que les sénateurs n'ont pas le droit de nous donner. Parce que le sénateur reste parlementaire, mais si demain je décide de partir, je peux partir avec une information très sensible, aller la donner peut-être à un ennemi de la France. Oui. Donc voilà, on est soumis à cette règle-là, qui est bien stipulée d'ailleurs dans le contrat de travail. Je pense que c'est la première règle, c'est la règle mère pour les collabs et pour les conseillers. Alors, quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier ? Quelles sont les compétences techniques ? En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Il faut beaucoup de culture générale, il faut aimer lire, il faut aimer écrire, il faut connaître l'actualité sur le bout des doigts. Comment ça se passe pour les conseils pour les étudiants ? Aimer écrire, bon, ça c'est je veux dire, c'est pas vraiment la compétence première. En termes de qualité, il faut être rigoureux. Je l'ai d'abord dit dans mon propos tantôt. Il faut être discret, ça c'est très important. Il faut être loyal aussi. Il y a beaucoup de cela, parce qu'il faut pas se dire à un moment donné un peu que tu peux aller trahir ton parlementaire parce que à un moment très ponctuel tu n'as pas été d'accord avec lui. Donc il faut beaucoup de loyauté, et puis il faut être endurant aussi. Il faut être très endurant. Oui, parce que l'actualité parlementaire, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est vraiment des montagnes russes. Vous avez parfois, je pense par exemple, quand je parle d'endurance, je pense à la fin de l'année, à chaque fin d'année, notamment à partir faut le dire, à partir d'octobre, hein, on rentre dans ce qu'on appelle le budget de l'État, budget de la sécurité sociale. Donc là, on rentre dans une dimension très 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 stressante, puisqu'en plus moi, mon sénateur est à la commission des affaires sociales, donc c'est vraiment la commission qui englobe tout ce qui est sujets sociaux de la France, donc tout ce qui va être en matière de santé. En plus, il y a une particularité parce qu'il est ultramarin, donc il faut être très 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 endurant, il ne faut rien manquer, parce que si on loupe quelque chose, forcément le sénateur loupe quelque chose. Donc l'endurance, à mon sens, outre la rigueur, hein, mais il faut être très endurant, savoir faire face au stress, parce qu'effectivement, moi je vais pas mentir, quand j'ai commencé avec lui, T'étais stressée ? J'étais stressée, il m'a fait pleurer plus d'une fois, mais une fois que la machine est lancée, on sait comment ça fonctionne. Mais oui, beaucoup d'endurance, parce que on peut se dire, et je pense que c'est pour ça que beaucoup disent que c'est un métier très ingrat, parce qu'ils ne comprennent pas l'endurance de ce travail-là, et particulièrement quand on a un parlementaire qui est très 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 engagé en séance, en commission sur ces sujets-là, donc beaucoup d'endurance. En termes de compétences techniques, moi je pense qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, un grand sens de l'analyse. Il faut être très 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 synthétique, parce que très souvent on rédige des notes de synthèse, donc emmagasiner une information, mais il faudrait la retranscrire sur une feuille A4, sans recto, juste en recto et ni en verso, et pas en verso. Donc faut vraiment bien synthétiser, et dans la synthèse qui est faite, il faut qu'on retrouve toutes les informations
clé. Il faut aussi une intelligence stratégique et surtout une intelligence situationnelle parce que voilà, on peut rencontrer des ministres, on peut rencontrer des membres de chancellerie. Donc il faut savoir aussi, j'ai envie de dire, rester à sa place. On ne parle pas, par exemple, à la place. Ça nous est déjà arrivé. Hein, on avait il me semble que c'était un ministre qui était là et il y a des gens qui ont le même poste que moi ou peut-être un poste moindre qui se permettaient de parler à la place des sénateurs. Donc c'est très compliqué parce que finalement on se dit mais qui a été élu, qui n'a pas été élu. Donc il y a des codes à avoir. Évidemment qu'il y a des codes. On est dans une institution, on est au Parlement, hein, on est dans la chambre haute, on est dans la chambre des collectivités. Même je pense à l'Assemblée nationale, il y a des codes. Il y a des codes partout. Et particulièrement dans les milieux de pouvoir, oui, il y a des codes qu'il faut respecter quand même. Comment tu fais, du coup, pour gérer les situations de crise ? Il faut beaucoup hiérarchiser, il faut prioriser. Il faut beaucoup prioriser parce que c'est vrai que tout est toujours urgent, mais il y a des choses encore plus urgentes. Donc avec l'expérience, on apprend ce qui est urgent plus, ce qui est urgent plus, ce qui est urgent plus. Donc c'est vraiment de hiérarchiser. Il y a aussi vérifier les sources parce qu'il faut faire très attention aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. On a énormément d'informations qui sont erronées. Si aujourd'hui je dois réaliser par exemple là ce matin même mon sénateur en réunion de groupe m'envoie un message, il me dit vérifie-moi cette information-là. On est en pleine réunion, je peux juste te dire demander à l'IA. Mais non, c'est un sujet très 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 sensible. On est sur Cuba, on est sur la Caraïbe, donc il faut aller vérifier. Et j'ai la chance de parler espagnol, donc j'ai aussi la chance d'aller vérifier sur les médias hispanophones, pardon. Donc voilà, il faut vraiment vraiment vérifier pour ne pas que le parlementaire puisse en séance ou en commission passer pour un larbin quoi, qui finalement a juste pris son information sur l'IA comme ça. Donc voilà, il y a ça et puis il y a aussi voilà, il faut rester lucide aussi quand même, faut pas le stress, la crise, les gestions de crise, il y en a tout le temps d'ailleurs au Parlement. À partir du moment où on rentre au Parlement, on sait que c'est normal. C'est aussi formateur. C'est aussi formateur, mais il ne faut pas... et moi, j'ai de la chance d'avoir aussi un parlementaire qui... parfois, je stresse et il me dit, écoute, c'est normal que tu stresses, mais n'en fais pas trop. Ça arrive. Ça arrive. Donc, il faut aussi quand même beaucoup d'humanité derrière pour venir calmer cette crise-là. Parce que si on a un parlementaire qui finalement rajoute de l'huile sur le feu, finalement, on s'en sort pas trop. Donc voilà à peu près ce que je peux dire pour... effectivement... tu parles aussi des langues. Il faut savoir parler plusieurs langues. Tu parles espagnol, tu parles combien en anglais, j'imagine aussi. Alors oui, déjà ces deux-là sont pas mal. Anglais, espagnol, français, ça ce sont des langues effectivement apprises à l'école. Pas l'espagnol, je l'ai apprise toute seule. C'était une langue que je détestais à la base. C'est une langue que je détestais. Mais je ne sais pas d'où est venu cet amour pour Cuba. Je pense que si quand même, puisque j'ai beaucoup lu sur la guerre froide et les périodes de décolonisation. Et je sais que Cuba a énormément aidé beaucoup de pays africains, notamment la République du Congo. Et je pense que c'est pour ça que je me suis... je suis pas forcément tombée amoureuse de la langue, mais il y avait beaucoup d'informations qu'il fallait aller comprendre. Pour avoir beaucoup d'informations, il fallait forcément parler espagnol. Donc ça s'est fait après très naturellement. Tout à l'heure, on a parlé de compétences à avoir. Est-ce qu'il faut avoir déjà fait plusieurs stages aussi ? Non, c'est faux. C'est vrai ? C'est faux, j'en ai fait aucun qui était en lien avec le Parlement avant de rentrer au Sénat. Moi, et j'aime toujours... Je pense que il faut en faire, il faut faire des stages. Ou de l'alternance. Hein. Oui, moi ça aussi, c'est... je pense qu'il faut que les gens arrêtent de se mettre une certaine pression. Ça peut être effectivement bien vu, ça peut être nécessaire, mais si tu n'as pas fait de stage, c'est pas pour autant que tu ne rentreras jamais au Parlement. Je n'ai jamais fait aucun stage ni aucune alternance en lien avec le Parlement. J'ai pas envie de préempter une question qui sera vue vers la fin. Oui. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, que parfois,
une opportunité professionnelle se fait aussi beaucoup par les rencontres. Ouais. Donc voilà, pour ne pas préempter une de tes questions, je dirais juste ça. Je me note cette question et je reviendrai plus en détail sur ça. Il est temps de faire une pause musicale avec Lenny Kravitz. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour dans Les Rubis Noirs avec Loïc Mbungou. Alors Loïc, comment tu pourrais décrire ton expérience en tant que femme noire dans les institutions politiques? Est-ce que tu as été confrontée à des préjugés, de la discrimination ou syndrome, je sais pas, de l'imposteur en tant que femme? Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est plus quelque chose qui est qui dépasse la couleur de peau. Mais comment je décrirais mon expérience, en tout cas au Sénat, dans ce cas précis, avec beaucoup de lucidité et de dignité. Je pense qu'effectivement, il y a parfois des préjugés ou des attentes implicites que certaines personnes peuvent avoir. Hein. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que je réponds toujours à cela par la compétence, par le travail et la quête, et surtout la quête d'ailleurs de l'excellence. La légitimité au-delà de la couleur de peau dans ces milieux se construit surtout par la maîtrise des dossiers et par la constance professionnelle. Moi, je suis très contente aujourd'hui de savoir que quand mon sénateur est en commission ou quand il est dans l'hémicycle, quand on sait qu'il parle d'une certaine façon, on sait qu'il y a une touche de Loïc derrière dans le phrasé. Moi, je suis très contente quand on fait un petit compte... un compte rendu, effectivement, des dossiers en cours de commission. Quand le sénateur lit les notes, j'aime toujours quand il dit, c'est toujours plaisant, bien évidemment, quand on dit cette question, elle est vraiment très pertinente. Ça fait toujours plaisir. Ouais, donc, moi, je m'attache effectivement à l'excellence, à la rigueur, plus qu'à regarder comment les gens peuvent effectivement percevoir. Bon, ça existera toujours, effectivement. Hein. On ne peut pas toujours changer la façon dont les gens ont été éduqués, parce que c'est aussi la façon dont les gens ont été éduqués. Et comme je sais que je n'ai pas de maîtrise sur cela, je ne prête pas d'attention tout simplement à cela. Est-ce que j'ai subi des discriminations ou stéréotypes? J'ai peut-être subi des discriminations, je ne dis pas que ça n'existe pas. Est-ce que j'ai subi des stéréotypes? Sans doute, mais jamais frontalement. D'accord. Jamais frontalement de toute ma vie, je n'ai jamais subi. En tout cas, personne ne s'est jamais présenté devant moi pour venir déverser toute son ignominie. Ça n'existe pas, en tout cas chez moi. Personne n'a eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, je défie quiconque d'essayer de le faire. Voilà. Tu lis beaucoup. Comment tu trouves l'inspiration pour écrire les notes, les synthèses, etc. Est-ce qu'il faut lire de manière régulière? Je pense qu'il faut lire, outre le Sénat, il faut lire pour faire tourner le cerveau, tout simplement. Il faut lire pour faire tourner le cerveau, parce que le cerveau ne peut pas, si on ne le fait pas travailler, je ne vois pas comment, effectivement, il pourrait fonctionner. Il faut lire, ne serait-ce que pour le cerveau, ne serait-ce que pour se cultiver, pour fournir tout simplement son vocabulaire. Ça se fait pas en regardant constamment les réseaux sociaux. Hein. Oui. Ça, je pense qu'il faut retirer cette idée de la tête. Moi, effectivement, oui, je suis obligée de beaucoup lire, et puis c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Je peux lire des romans policiers, comme je peux lire des romans à l'eau de rose, comme je peux lire effectivement, d'ailleurs plus des bouquins sur la géopolitique, la géostratégie, sur les pays et autres. Donc je pense que c'est important, et tout cela en fait ça permet, lorsqu'il faut rédiger une note, d'avoir naturellement l'information qui vient en tête. Ah, mais je sais que ça je l'avais lu dans tel livre à tel chapitre. Je me souviens
Tout à l'heure, pour une question, j'ai parlé comme ça naturellement de Noam Chomsky parce que j'ai lu un de ses livres qui s'appelle La fabrique du mensonge, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a tellement lire, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir, je dirais, un tiroir, une multitude d'informations qui vont servir dans le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, moi, là, au Sénat, quand on parle même un cas un peu plus concret, quand on parle, par exemple, des pays africains, je sais que tout ne se lit pas dans la presse. Oui. Il y a certaines choses qu'on est obligé d'approfondir tes connaissances avec ce que tu lis dans les livres, et d'ailleurs, et vice-versa. Donc oui, lire, c'est important. C'est important pour ces... Je dirais pas forcément pour ces métiers-là, c'est important tout court. Pour l'être humain, c'est important parce que ça permet de garder vraiment le cerveau actif, ça permet de le faire travailler, puis c'est un plaisir aussi personnel parfois de s'envoler. Je pense que parfois les gens se disent quand on parle d'envolement, d'échappatoire avec la lecture, on se dit oh bon, ça c'est encore quelque chose de très abstrait, c'est du bullshit. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, et moi je m'intéresse beaucoup à la maltraitance des enfants, et je lis beaucoup les témoignages des enfants, et on retrouve notamment beaucoup de témoignages d'enfants qui disent que parfois pour s'échapper de la maltraitance vécue au sein de la famille, ils se cachent dans les bouquins, parce qu'ils imaginent une vie meilleure, ils imaginent un monde meilleur, ils fantasment d'une famille meilleure, de parents meilleurs. Donc la lecture, c'est très important. C'est très important. Comme la musique, ça peut effectivement aussi adoucir parfois les mots MAUX. Les études, est-ce que c'est important aussi ? On peut réussir sans faire d'études, parce qu'on entend beaucoup cela un peu sur les réseaux sociaux. On peut s'en sortir sans faire des études. Waouh, à moins d'avoir effectivement des parents ultra millionnaires, de savoir qu'on est rentier dès que peut-être on a 6 ans, mais parfois les études sont la seule issue de secours pour une certaine partie de la population. On ne peut pas se lever un matin comme ça. Les gens qui viennent des quartiers populaires, qui viennent des milieux ruraux, qui viennent des milieux défavorisés, ne peuvent pas effectivement... ça serait assez, je dirais, indécent de dire... et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il faut... on laisse un peu passer trop tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire effectivement qu'on peut réussir sans aller à l'école. Déjà, on apprend à compter, on apprend à lire, on apprend déjà les fondamentaux quand même en allant à l'école jusqu'à un certain niveau. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Même les plus grands, les gens, je sais que les gens à chaque fois se disent oui, mais regardez Bill Gates, oui, mais regardez. Oui, voilà, c'est ça. Mark Zuckerberg. Faut m'excuser, quoi. Faut d'abord regarder d'où ces gens-là parlent. Ces gens-là parlent parce qu'ils viennent déjà de structures familiales bien assises, bien établies, des gens qui sont, je ne vais pas dire forcément fils de rentiers, mais des gens qui viennent de familles déjà très riches. On ne le dit pas. Elon Musk, je sais que beaucoup aussi aiment prendre l'exemple d'Elon Musk. Il faut m'excuser, quoi. Elon Musk, ses parents, son père particulièrement, a fait fortune durant l'apartheid dans avec un truc qui n'était pas très catholique. Oui. Donc voilà, ce sont des fantasmes. L'école aide. L'école aide. Et je le dis, l'école, pour certaines personnes, ici présentement en France, et parfois, d'ailleurs, je discutais de ça avec une copine qui est une grande avocate aujourd'hui, elle avait déménagé ensuite, il me semble, à Dijon, quelque chose comme ça, et elle le disait. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas tenu bon à l'école, je ne sais pas ce que je serais devenue. L'école a été le seul échappatoire pour moi, parce que je regardais ma condition sociale, je regardais la condition, finalement, de ma famille, et je savais que si je reproduisais les mêmes schémas que ma mère, j'allais pas m'en sortir. J'allais finir effectivement à peut-être 20 ans avec mariée peut-être de force, avec des enfants. L'idée n'étant pas d'incriminer le fait d'avoir des enfants, mais c'est qu'on doit avoir des enfants quand on est prêt à en avoir et quand on a une situation sociale qui permet de les accueillir. Et donc elle m'a dit, moi mon seul combat, c'était de m'accrocher à l'école. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, s'inscrivent dans cette logique-là. Donc, on ne peut pas se lever un matin et dire que non. Et aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de gens disent ça parce que les réseaux sociaux permettent effectivement de faire de l'argent. Mais à quel prix et comment ?
Oui. C'est la question qu'il faut se poser. C'est aller sur Mime, c'est ça, les OnlyFans, raconter tout un tas d'ignominies sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Non, mais non, parce que même pour ça, il faut se former. Ce n'est pas l'école au sens premier du terme, mais même pour j'ai envie de dire, se faire un nom, une place sur les réseaux sociaux, il faut se former. Oui. Donc finalement, c'est la formation qui est importante. Oui. La formation, de façon générale, elle est importante et essentielle à l'homme. Tout à l'heure, tu as parlé des rencontres, que c'est aussi ça qui permet de pouvoir se donner des opportunités. Donc le networking. Absolument. Comment on fait pour faire du networking? Alors, des ateliers, des conférences, des séminaires. Non, mais le networking, ça commence pas par là. Le networking le plus simple, et je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais en... Je salue ce monsieur qui s'appelle Nicolas Desrumeaux, qui était un de mes profs. Je ne sais plus de quel module, mais c'était un module en particulier. Il me semble que j'étais en 2e année de Sciences Po. Et à cette époque-là, j'étais assise à côté d'une fille qui va devenir mon amie quelques semaines plus tard. Et ce prof il nous parlait de networking. Et justement, il nous disait à quel point c'est très important et comment ce n'est pas suffisamment mis en avant auprès des jeunes. Le networking, on va en entendre parler effectivement quand on fait nos études supérieures. Mais ça doit commencer bien avant, ça doit commencer dès le lycée. Et il nous disait... Dès le lycée, absolument. Parce que beaucoup de gens qui ont été avec nous au lycée seront nos collègues plus tard, voire nos partenaires de vie. Je l'ai dit tantôt que mon mari et moi, nous étions dans le même lycée. Bien effectivement qu'on n'avait pas du tout les mêmes amis, mais on était dans le même lycée. J'ai eu le temps de changer de lycée. Aujourd'hui, c'est mon mari, le père de mon enfant. Donc voilà. Et il nous disait, ce monsieur, tâchez à garder de bonnes relations avec les gens qui sont assis à côté de vous, parce que demain, ils seront peut-être vos collègues. Il y a énormément pas plus tard qu'il y a l'année dernière, fin d'année dernière, il y a un garçon qui était avec moi en M1 à Sciences Po Saint-Germain et on prend l'ascenseur ensemble et je me dis mais je connais ce visage. Je suis assez physionomiste et je me dis mais je connais ce visage. Et je l'interpelle, je lui dis excusez-moi, je crois qu'on se connaît. Il me dit oui, tu es Loïc, on était ensemble en Master 1. Et je le regarde, je dis mais comment tu t'appelles? Je dis oui, ton visage me parle. Et il me sort son nom et je dis ah oui, c'est vrai. Donc on était ensemble en M1 ensemble, on se retrouve au Sénat. Donc la vie, c'est parfois aussi une question de rencontre. Je me souviens, pareil aussi, j'ai beaucoup de gens se disent oui, mais le networking, j'aime pas trop quand on dit ça, le networking c'est réservé à l'élite. Absolument pas. Absolument pas, parce que tâche de garder de bonnes relations avec, ne serait-ce que quand tu fais peut-être un stage, ou même avec ton prof. Parce que peut-être que demain, c'est lui qui va te demander un service. Peut-être que demain, c'est toi qui vas lui demander un service. Donc, le networking, c'est pas aller dans une conférence très feutrée, cocktail. Non, ça, c'est totalement... je trouve que c'est un peu... c'est un peu fantasmé cette image-là, mais ça existe, mais ce n'est pas que ça. Le networking, c'est d'abord ton camarade à l'école, c'est aussi tes professeurs. Moi, par exemple, j'ai de très très bonnes relations avec ma prof de français, ma prof d'histoire, mon prof de physique du collège. C'est des gens qui me suivent depuis, qui me suivent depuis ces années-là, avec aussi des anciens surveillants. Donc, c'est aussi ça. Et je me souviens que d'ailleurs, mon ancien surveillant, lui, c'était un basketteur professionnel. Il a ouvert son agence de com. C'est lui qui a pris en stage une de mes cousines. Donc, c'est ça d'abord le premier networking. C'est pas d'aller dans une... Après, bien évidemment, il y a aussi ces conférences-là, un peu feutrées et autres. On rencontre d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Il y a aussi effectivement les camarades de promotion. Oui. Nombreux sont ceux qu'on retrouve 5 à 10 ans plus tard. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans, 5 à 10 ans plus tard. Nombreux sont ceux qu'on retrouve. On est dans le Parlement. Nous, on est au Parlement français, mais imaginez ceux qui sont au Parlement européen. Ouais. Moi, j'ai des copines, j'ai des camarades de promo, nombreuses qui se côtoient. On était dans la même promo, mais nombreuses se sont retrouvées là-bas en Belgique. D'ailleurs, elles habitent à Bruxelles ensemble. Elles travaillent dans les mêmes... Certaines travaillent à la Commission, d'autres travaillent au Parlement européen. Donc, des gens qu'on voyait tous les jours qu'on a vu tous les jours pendant 5 ans,
parce qu'on était dans le même campus, finalement, on se retrouve encore ensemble dans nos fonctions professionnelles. Donc, le networking, il se fait à tous les étages. C'est pas avec un cocktail à la main dans un lieu feutré. Je le répète, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est après, voilà. Il y a une personne qui, moi je le dis de façon très transparente, mon entrée au Sénat s'est faite par une rencontre. Parce qu'un soir de décembre 2021, je repars dans ma ville, je sors du restaurant avec une copine et je croise un ami d'enfance. Je lui dis, voilà, moi à cette époque-là, j'étais encore chez Ardian. Je dis moi je veux intégrer le Sénat, et je savais qu'à ce moment-là c'était le Sénat que je voulais, puisque c'était dans mon top dans ma top liste. Et je dis écoute, voilà, si il y a une opportunité. Lui, il était déjà au Sénat. S'il y a une opportunité, tu me le fais savoir. Et ça s'est fait comme ça. Effectivement, il y a un sénateur qui cherchait à ce moment-là. Wow. Tout s'est aligné. Et j'ai fait ma candidature. J'ai passé aussi des entretiens, parce que ça aurait pu casser, bien évidemment. On s'est rencontrés une première fois. On s'est rencontrés 2 fois pour passer des entretiens, pour vraiment voir si ça collait entre nous. Et finalement, ça a bien collé. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentrée aussi au Sénat. Wow. Donc c'est aussi ça. Ne jamais négliger. Ne jamais négliger le camarade d'à côté. Ne jamais négliger le camarade d'à côté. Parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir. Donc voilà. On arrive à la fin de notre magnifique échange. Juste, tu es fondatrice du Cercle Kassaï. Qu'est-ce que c'est ? En quoi il consiste, ce cercle ? Alors, succinctement, le Cercle Kassaï est un espace de réflexion et d'élévation intellectuelle qui regroupe des femmes issues de divers horizons, finance, économie, droit, entrepreneurial, et j'en passe. Donc voilà, c'est un espace où on se réunit, on discute, et l'objectif, c'est vraiment de créer un lien d'échange, de s'aider aussi mutuellement, de s'aider aussi dans des carrières, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, il est né de quoi ? Il est né de quel constat, ce cercle ? Il est né d'un constat assez simple, c'est que lorsqu'on est une femme, et particulièrement lorsqu'on est une femme noire, on oublie souvent que le réseau est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose qui est inculqué dans notre éducation. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort. C'est une notion qui est très forte dans beaucoup de communautés, mais pas dans la nôtre. Et nous, c'est de se dire que aujourd'hui, moi, je peux effectivement ouvrir mon réseau et permettre l'ascension professionnelle de quelqu'un, permettre à ce qu'un jeune aussi puisse faire, parce que c'est aussi ça, c'est pas que entre nous, c'est aussi permettre à des jeunes d'avoir des opportunités d'alternance, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est très compliqué d'avoir des opportunités en termes de stage, en termes d'alternance, et finalement on est toujours confronté à la même chose, le réseau. Oui. Le réseau. Et c'est quelque chose moi-même j'ai été confrontée à cela, donc je me dis c'est aujourd'hui ce que je n'ai pas pu avoir, et j'aimerais que le cercle puisse proposer cela par le réseau de femmes qui le compose. C'est de s'aider déjà en tant que membre. C'est aussi bien évidemment d'influencer certaines politiques, parce que il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur et qui m'a toujours tenu, 2 sujets en particulier, c'est l'excision. Ah oui. L'excision et c'est une notion qui regroupe beaucoup de choses, mais l'endoctrinement religieux. Okay. L'excision fait énormément de mal aux femmes, aux jeunes filles. L'endoctrinement religieux fait énormément de mal aux enfants, surtout, et particulièrement sur le continent africain. Moi, c'est quelque chose que je combats avec la plus grande fermeté. Ces églises qui effectivement se font de l'argent, se font du beurre, comme on dirait, sur le dos de personnes qui sont déjà défavorisées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en Afrique la prolifération de gourous qui vont voir des familles et qui disent voilà, votre enfant est possédé par l'esprit de je ne sais quel esprit, et possédé tout simplement par l'esprit du diable. Si vous voulez qu'on le dépossède, il faut, si vous voulez qu'on le délivre, il faut payer telle somme. Parfois, ces personnes-là qui sont déjà qui vivent dans l'extrême pauvreté vont 2 fois plus s'appauvrir en allant emprunter auprès de peut-être 3-4 personnes.
Et finalement, c'est l'enfant qui pâtit parce qu'après, on découvre que l'enfant, finalement, l'enfant devient dehors. C'est ce qu'après, on voit que les enfants deviennent, par exemple, en République démocratique du Congo, ou même au Congo, en République du Congo, on a en face des Koulouna, on a en face des bébés noirs. Parce que ces enfants-là sont victimes de cela. Au Nigeria, au Ghana, j'ai été frappée, je crois que là-bas c'est le pire, j'ai été frappée de voir qu'effectivement, mais pas très étonnée d'ailleurs, que ces enfants-là, ensuite, comme on disait aux parents que finalement, votre enfant est maudit, on va le mettre quelque part. Et finalement, en fait, ces enfants-là, après, tombent dans des trafics. Ces enfants-là deviennent soit des prostituées, d'ailleurs, qu'ils soient filles ou garçons, tombent dans des réseaux de prostitution, tombent dans des trafics d'organes. Donc, moi, c'est ces sujets-là que j'ai à cœur. Et je pense que une lecture féminine de ces sujets-là est importante parce qu'on a beaucoup mis de côté, je pense, pendant longtemps, la compétence féminine, la parole de la femme, la vision, le prisme féminin sur de la société. Et je pense que nous arrivons dans une ère où il est important, je ne dirais pas non dans un esprit de va-t-en-guérisme, absolument pas, mais nous arrivons dans une ère où il est important pour les femmes de s'investir dans les affaires de la cité. Et j'aime beaucoup France Fanon et j'ai déformé une de ces citations qui disait que chaque génération doit. Mais je dis que chaque génération de femmes doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir, tout simplement. C'est pas forcément de rentrer en politique, absolument pas. Moi, par exemple, j'aime faire les choses de façon très feutrée, très discrète. J'ai pas forcément besoin d'avoir une carte politique et d'aller militer. C'est pas du tout ma personnalité. Et ben, il y a certaines personnes qui auront davantage cette personnalité-là de se mettre en avant. Ce que je n'ai pas, moi, c'est plutôt dans le fond des sujets, dans le fond des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les femmes, puisque la femme n'est pas un bloc monolithique, les femmes doivent influencer les décisions qui sont prises, puisque de toute façon, toutes ces décisions-là, de près comme de loin, les touchent. Oui. Donc voilà. Comment on fait pour intégrer le Cercle Kassaï ? Alors, tout simplement, aller sur le site du Cercle Kassaï. Effectivement, ça se fait par candidature individuelle. Bien évidemment, c'est toujours mieux quand c'est fait par candidature individuelle parce que c'est mûrement réfléchi. C'est une démarche personnelle, effectivement, de candidater, de dire voilà, je veux intégrer. Et puis, on a aussi, bien évidemment, par la voie du marrainage. Parce que si on estime effectivement qu'on a une personne qui correspond totalement aux valeurs du cercle, effectivement, on peut aussi présenter quelqu'un, mais c'est pas vraiment ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est surtout la candidature individuelle, parce que c'est quelque chose qui est fait de façon volontaire. C'est pas mais même d'ailleurs le marrainage n'est pas une pression, bien évidemment. Mais on a plus, on attache un intérêt particulier sur la démarche volontaire, donc tout simplement aller sur le site du Cercle Kassaï et puis regarder en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, des valeurs que nous souhaitons incarner, tout simplement y adhérer, quoi. Les conseils que tu pourrais donner aux étudiantes afrodescendantes sur quel sujet ? Pour se lancer en politique, pour occuper le poste que tu as ou travailler dans les institutions de manière générale, de pouvoir. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? De ne jamais limiter leurs ambitions. Tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Effectivement, je pense qu'on a tous eu ce syndrome de l'imposteur-là. On s'est tous dit à un moment donné, non mais je suis pas faite pour cela. Donc il y a un certain plafond qu'il va falloir casser, certaines prénotions que nous-mêmes nous avons, parce que j'aime toujours à dire qu'on aime crier au racisme un peu parfois à tout va. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui devons déconstruire notre façon de voir le monde et d'accepter que le monde ne peut pas être vu de la façon dont nous le percevons. Je perçois le monde d'une certaine façon, tu ne le perçois pas de la même manière. Je ne peux pas aujourd'hui aller me dire que parce que quelqu'un ne perçoit pas le monde ou ne lit pas le monde comme moi je le vois, aller tout de suite dire que c'est un raciste. Absolument pas. Nous avons nous-mêmes des prénotions que nous devons déconstruire, outre même déconstruire, voire les casser, les briser.
parce que nous nous limitons nous-mêmes. Beaucoup de personnes se disent... J'ai une copine qui aujourd'hui qui est à la cour des comptes et elle me disait bon, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de femmes noires, mais c'est pas tant la couleur qui était un problème. C'est vrai que ça se voit bien évidemment, ça peut se voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas quelque chose qu'elle a revendiqué en disant ouais mais on n'est pas beaucoup de femmes noires, il faudrait qu'il y en ait plus. Absolument pas, absolument pas. Elle dit bon bah c'est il y a aussi quand même une histoire, il y a aussi un espace. Les gens doivent quand même aussi apprendre leur espace. C'est vrai que ce sont ces milieux-là sont des espaces où il n'y a pas toujours eu de la diversité. Ça doit prendre le temps. C'est pas quelque chose qui doit se faire brutalement aussi. Il faut aussi quand même laisser le temps au temps. Il ne faut pas toujours vouloir que les choses se fassent de façon très brutale. Au Sénat, il n'y a pas énormément peut-être de personnes qui viennent d'Afrique. Je peux les compter sur les doigts de la main. Il y a beaucoup de personnes issues des territoires ultramarins. Mais on ne peut pas non plus forcer quand même la nature des choses. Il faut que les choses se fassent, je dirais, graduellement, ou voire même de façon assez incrémentale. Mais surtout, ce que je dirais, c'est de viser l'excellence, toujours de viser l'excellence. C'est quoi l'excellence ? L'excellence, c'est très vague, ça peut être interprété par l'excellence pour moi, c'est bien faire les choses. C'est bien faire les choses. J'ai pas dit de viser la perfection, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, en tout cas au sens théologique du terme. C'est l'excellence. Il y a une différence entre l'excellence et pour moi la perfection. Tout ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Mais de viser l'excellence, de se dire que ce qui est bien, ce qui est bien pour moi, c'est l'excellence d'abord qui est personnelle. C'est pas l'excellence voulue par Pierre, Paul ou Jacques. Non, l'excellence c'est d'abord quelque chose. C'est d'abord une notion qu'on doit s'approprier soi-même et de se dire que voilà, pour moi, ça, je considère ça comme étant faisant partie de l'excellence. C'est toujours de vouloir bien faire les choses de façon rigoureuse. Pour moi, la rigueur fait partie de l'excellence. C'est englobé dans ce packaging-là. Il faut aussi se cultiver. Ça, c'est très, très, très important. Il y a aussi d'apprendre la discrétion, pour entrer dans ces milieux-là, évidemment, parce qu'on touche, je l'ai dit tantôt, des sujets sensibles, de comprendre que leur légitimité repose, et reposera d'ailleurs toujours sur le travail et sur la constance. C'est très facile de dire à une fille qu'elle est belle. Oui. Ça, c'est de la génétique. Ça peut être de la génétique. Mais enfin, à quelqu'un de façon générale, pas forcément une femme. Alors que l'intelligence, qui peut aussi parfois être donnée par la génétique, mais l'intelligence, c'est aussi le fait d'un travail personnel. C'est aussi le fait d'une certaine constance, d'une certaine rigueur. Donc voilà, moi, je valorise plus le fait de dire à quelqu'un... moi, je préfère qu'on me dise que je suis intelligente que je suis jolie. Parce que j'ai rien fait pour être jolie. J'ai rien fait pour être, je ne sais pas. Voilà. Alors que l'intelligence, j'aurais travaillé. Ça sera le fruit de mes efforts personnels. Donc voilà ce que je pourrais dire à ces femmes-là. Merci à toi, Loïc. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps d'écouter cette discussion. J'espère que les échanges vous auront apporté des éléments de réflexion et même de nouvelles perspectives. Un grand merci à mon invité pour son intervention ainsi qu'à Vaudoussier à la réalisation. On se retrouve très bientôt sur les ondes. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.